On commence à avoir de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation. En fait, l'inflation, elle baisse partout, sauf dans l'alimentaire. Et ça arrange pas du tout Bruno Le Maire, qui est un politique. Parce que finalement, l'alimentaire, c'est ce que l'on voit le plus, vous et moi. On fait nos courses très régulièrement. Certains le font tous les jours, d'autres toutes les semaines. Mais de toute manière, on le fait tous très régulièrement. Alors que payer, par exemple, notre loyer ou payer nos factures de téléphone, c'est au maximum une fois par mois. Donc si ça baisse dans ces éléments-là, on le voit pas trop. L'alimentaire, on le voit presque tous les jours. Et donc politiquement, c'est très important que l'inflation dans l'alimentaire baisse. Et c'est en train d'énerver beaucoup Bruno Le Maire, qui avait décidé de mettre une taxe sur les industries qui ne voulaient pas reprendre les négociations avec les distributeurs. Alors au début, moi, cette taxe, ça m'a fait un peu rigoler. Je ne trouvais pas que ça soit très sérieux, mais, je suis obligé d'avouer que là, il y a quelques réflexions de Bercy qui semblent indiquer que cette taxe, c'est extrêmement sérieux. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. En tout cas, bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme d'habitude, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, ça aide la chaîne à se faire connaître. Et puis nous, on va tout de suite donc voir cette histoire de taxe qui pourrait peut-être changer la donne, en tout cas sur les prix de l'alimentaire. Inflation alimentaire, Bercy envisage une taxe sur le chiffre d'affaires des grands industriels. Bruno Le Maire, attendez, je vais décaler un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Bruno Le Maire persiste et signe avec les grands groupes de l'agroalimentaire. S'il ne rouvre pas les négociations avec la distribution, il risque de subir une taxe exceptionnelle dans le projet de loi de finances 2024. L'inflation recule partout, sauf dans l'alimentaire. Alors que la hausse générale des prix au mois de mai est au plus bas depuis un an, elle dépasse encore les 14% sur un an dans l'alimentation, après 15% en avril. Pour casser cette inflation à deux chiffres, le gouvernement compte sur les grands industriels, sommés de rouvrir de toute urgence les négociations commerciales avec la grande distribution. Alors ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais légalement, parce que c'est vraiment des textes de loi qui obligent les industriels et la grande distribution de négocier entre octobre et mars. Et au 1er mars, ça doit s'arrêter. Et c'est pour ça qu'on avait parlé d'un mars rouge, parce que les négociations s'arrêtaient et à ce moment-là, on devait subir les hausses de tarifs. Et ce qui s'est passé, c'est que, il n'y a pas eu le mars rouge, mais ça, c'était un élément de langage du gouvernement. C'est-à-dire que l'augmentation des prix, elle s'est faite sur plusieurs mois, elle s'est étalée entre mars et juin, ne serait-ce que parce que les grands distributeurs, les Leclerc, les Auchan, les Carrefour, ont énormément de stocks. Et donc, ils écoulent d'abord leurs stocks qui sont achetés à l'ancien prix avant de mettre celui au nouveau prix. Et du coup, c'est pour ça que la hausse, elle se fait sur 3 mois et pas un mois. Mais on avait tous compris que mars était rouge et qu'il n'y avait pas trop de doute là-dessus. C'était juste un élément de langage du gouvernement d'essayer d'étaler ça. Ensuite, ils ont essayé avec leur panier anti-inflation, mais comme je l'ai dit ici, c'était juste mettre des étiquettes sur les promotions que faisaient les grands distributeurs. D'ailleurs, Leclerc, qui n'a pas participé au panier anti-inflation, a, d'après les études, eu les prix les moins élevés du secteur, tout simplement parce que lui, il a fait les promotions qu'il fait habituellement. Voilà, il n'a pas collé l'étiquette du gouvernement dessus. Mais on a vu que, en fait, les prix de l'énergie, le prix des matières premières étaient très élevés au moment où il y a eu les négociations entre les grands distributeurs et les industriels agroalimentaires, c'est-à-dire avant mars. Ce qui fait que les prix qu'ont passé les industriels étaient avec des fortes augmentations de plus de 10% en moyenne. Seulement depuis, les prix, notamment de l'énergie, ont commencé à baisser, et à baisser assez fort. Les matières premières aussi. Et du coup, l'État aimerait bien voir les industriels revenir à la négociation parce qu'ils seraient obligés de baisser leurs prix, tout simplement parce que les prix d'achat, comme je vous le disais, de l'énergie, des matières premières, ont baissé. Donc ils n'auraient plus cette excuse pour augmenter leurs prix. Et donc l'État a voulu les ramener à la négociation. Mais, alors moi ça me gêne un peu parce que, ça me gêne pas. Moi je suis pour qu'on négocie tout le temps, mais c'est l'État qui, au début, a décidé qu'on devait s'arrêter le 1er mars de négocier. Donc
C'est déjà une bizarrerie administrative. Bon, ils veulent revenir dessus, ils reviennent dessus, mais eux, les industriels, ils disent quoi? Ils disent, attendez, nous, on a négocié, hein, c'est bon, on a passé notre augmentation, tout va bien. Tout va bien parce que on s'est un peu restreint dans notre augmentation pour réussir à vendre, enfin, surtout les petits industriels, mais on veut pas, on va essayer de se refaire la cerise, entre guillemets, hein, refaire notre marge sur les baisses de matières premières actuelles. Donc pour nous, ça nous convient très bien. Ils n'avaient pas intérêt à revenir à la négociation. Et du coup, c'est vrai que le gouvernement essaie de trouver des moyens de les forcer de revenir à cette négociation. Sauf que les discussions patinent. Et Bruno Le Maire s'agace. Oui, parce que les grands distributeurs, ils n'ont aucun intérêt à revenir à la négociation, tout simplement parce que eux, plus ça va, là, plus leur marge augmente. Hein. L'électricité baisse, les matières premières comme le blé baissent. Eux, ils sont plutôt contents, hein, donc ils n'ont aucune raison de revenir négocier. Si rien ne bouge dans les tout prochains jours, le ministre de l'économie et Olivia Grégoire, chargé du commerce, se disent prêts et déterminés à activer le levier fiscal. D'après les informations de BFM Business, c'est une taxe exceptionnelle sur le chiffre d'affaires qui est dans les tuyaux. Elle sera mise en place dans le projet de loi de finances 2024. Bon, alors, là, c'était des informations que moi dont j'avais déjà parlé. Et ce que je disais, c'est que déjà, c'est très difficile à faire parce que vous avez deux grands industriels. Un qui négocie et l'autre qui négocie pas. Et vous avez mais la taxe, vous pouvez pas appeler ça la taxe Coca-Cola. Vous pouvez pas taxer que Coca-Cola, par exemple, qui n'a aucun intérêt à négocier. Hein, Coca-Cola, de toute manière, il choisit son prix et sa bouteille est mise dans les rayons. Parce que s'il n'y a pas Coca-Cola dans votre supermarché, eh bien, les clients vont partir chez le concurrent. Donc Coca-Cola peut mettre le prix qu'il veut. Alors, chez Coca-Cola, je pourrais citer Ricard, et je pourrais citer l'eau cristalline, mais bon, c'est spécial cristalline parce que eux, leur marque de fabrique, c'est le prix faible. Donc ils n'ont pas la possibilité d'ajuster leur prix comme ils veulent. Mais Coca-Cola, Ricard, pour les boissons, on peut mettre les Ferrero Rocher et le Nutella pour les trucs un peu solides. À partir de là, eux, ils fixent le prix qu'ils veulent. Donc ils n'ont aucun intérêt à revenir négocier. Si eux ne reviennent pas négocier, mais que vous avez des concurrents directs qui, eux, viennent négocier, et qui sont aussi des gros industriels. On peut pas... Enfin, vous voyez, je trouvais ça difficile de dire on va taxer que Coca-Cola et pas son concurrent Pepsi, parce que Pepsi est venu négocier et pas Coca-Cola. Vous voyez, bon, Nutella, je ne sais pas quel est son concurrent, mais vous voyez, voilà l'idée, quoi. On peut pas... Enfin, ça me paraît très difficile légalement. Hein, je parle légalement. Vous ne pouvez pas créer une taxe pour une personne ou une entreprise. C'est pas possible. Donc légalement, c'est pas possible, parce que sinon, vous imaginez, l'État aurait vite fait de couler l'entreprise ou la personne qui lui déplaise. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que légalement, c'est pas possible. Donc ça me paraissait très compliqué. Je me disais, bon, c'est du vent, ça va faire rire Coca, et puis ça va passer. Mais parce que je m'étais arrêté là. Là, il y a du nouveau, et a priori, Bercy a des techniques pour y arriver. Bercy a pourtant essayé la manière douce. Après une réunion au ministère le 17 mai avec les deux ministres, les 75 plus grands groupes agroalimentaires s'étaient engagés à réouvrir les négociations d'ici fin mai, début juin. Mais l'ultimatum arrive à son terme et les renégociations n'ont pas franchement débuté. Bercy menace de serrer la vis. Oui, ils font une réunion avec le ministre, donc ils disent oui, monsieur le ministre, il n'y a pas de problème, on va renégocier. Et puis ils sortent de là, ils disent attends, c'est bon, on va laisser passer du temps, on s'en fiche un peu. Nous, en ce moment, on gagne beaucoup d'argent, on ne va pas se casser la tête. Hein. Mais Bercy menace donc de serrer la vis. Sur les 75 grands groupes agroalimentaires dans le viseur, cette taxe s'appliquerait à ceux qui se sont engagés à rouvrir les négociations et qui ne le font pas. Bon, j'espère que c'est mal écrit. J'espère que c'est le... Honnêtement, hein, j'espère que c'est le journaliste qui a mal écrit son truc parce que vous imaginez, vous êtes à une réunion et tout, votre voisin, il s'est engagé à rouvrir la négociation puis il ne le fait pas, et vous avez dit, allez vous faire voir les Français, moi je suis Coca-Cola, je fais ce que je veux.
Donc vous n'êtes pas taxé, mais vous, Coca-Cola, vous n'êtes pas taxé parce que depuis le début, vous avez dit allez vous faire voir. Et votre voisin, lui, il est taxé parce que dans un moment de faiblesse, pour arranger le ministre à la sortie du conseil, il a dit si, je le ferai, vous en faites pas, monsieur. Ça va être compliqué. Donc j'espère qu'en fait le journaliste s'est trompé et que c'est l'ensemble des grands groupes qui seront taxés. Sinon, à la prochaine à la prochaine discussion, il n'y en a pas un qui dira oui, moi je veux bien négocier. Ce sera, allez, tout le monde dira hop, terminé. Donc bon, je pense que c'est mal rédigé. Les industriels concernés sont ceux dont les prix de vente ont augmenté de plus de 10% depuis le 1er mars et dont le coût d'au moins une matière première a baissé de plus de 20%. Donc vous voyez, là, on cible quand même déjà un peu mieux. C'est-à-dire qu'on a trouvé un moyen de cibler. Donc ça, c'est pas mal. On a trouvé des critères objectifs pour cibler. Et donc, on peut, à ce moment-là, attaquer beaucoup d'industriels avec des critères purement objectifs. Donc, je suis beaucoup plus confiant sur la taxe dans ces cas-là. Alors, vous ne me prenez pas, moi je suis toujours contre les taxes, mais là, il peut y avoir un levier un peu lourd de négociation qui apparaît. Donc voilà, c'est pas ridicule. Jusqu'ici, ces industriels ne voyaient pas autre chose qu'un coup de pression politique derrière la menace de taxation de Bruno Le Maire. Comme moi, voilà, j'étais sur la même ligne que les gros industriels, disant c'est un coup de pression politique, ça permet au ministre de dire qu'il est en train de faire quelque chose alors qu'il ne fait rien du tout et que ça ne bouge pas. Donc, vous voyez, je suis capable de dire du bien de Bruno Le Maire. Hein. J'essaie d'être honnête intellectuellement parce que très souvent je le critique. Sur ça, je l'ai critiqué. Très souvent, je le critique. Et je pense que j'ai raison de le critiquer. Là, je dois reconnaître que, voilà, j'étais comme les industriels, il y a encore un coup de pression de plus. Le ministère de la Parole, allons-y. Mais, a priori, ça va aller plus loin. Mais les services du ministre nous assurent que la menace est très sérieuse et qu'il pourrait très facilement mettre en place cette taxe. Excusez-moi. Parce qu'ils l'ont tout simplement déjà fait dans d'autres secteurs. Et c'est ça qui m'a marqué, moi. Des précédents dans l'énergie et le numérique. Tout récemment, ce sont par exemple les super profits des énergéticiens qui ont été taxés spécifiquement. Et encore, les activités raffinage de Total Energy en France. Alors, ok, très bien. Hein, enfin, non, pas très bien. Parce que je veux vraiment pas qu'on croie que je suis pour la taxe. Hein. Si vous taxez spécifiquement les activités de Total Energy, des activités de raffinage de Total en France, vous donnez un signal très clair à Total, va faire tes raffineries ailleurs. Parce que nous, on est capable de te taxer comme ça dans l'année, n'importe quand, juste parce qu'on a besoin d'un peu de sous. Donc c'est pas une bonne chose, vous voyez, c'est pas non plus... c'est pas l'arme magique, la taxe. Hein. Faut faire super gaffe à ça. Parce que les activités de raffinage, ça rapporte de l'argent tout le temps. Si on dit à Total, ou à d'autres, hein, là je cite Total parce que c'est celui dans l'article, mais nous on peut décider comme ça de te taxer parce qu'on a besoin d'un peu de sous et parce qu'on veut faire bien politiquement. Ça peut énerver. Et après, quand vous faites un choix de créer une nouvelle raffinerie et que vous avez le choix entre la France et je ne sais pas quel pays, forcément vous hésitez un peu. Hein. Donc c'est pas non plus... Voilà, il faut faire attention à ce genre d'arme. Bercy rappelle aussi que depuis 2019, la France taxe les grandes entreprises du numérique avec un prélèvement de 3% sur le chiffre d'affaires réalisé dans le pays par une quarantaine d'entreprises, ce qui devrait rapporter cette année près de 700 millions. Alors j'aimerais aussi revenir sur la taxe. Excusez-moi, je ne faisais pas cette vidéo pour parler des taxes, mais là vraiment, ce qui est écrit m'y engage. Ce n'est jamais l'entreprise qui paye la taxe. Il y a une image que j'aime bien, ce n'est pas la vache qui paye la taxe sur le lait. Ce n'est pas la vache qui paye la taxe sur le lait, c'est le consommateur. Donc, quand Bercy taxe les grandes entreprises, puisqu'ils l'ont rappelé, je le dis, hein, quand ils disent on taxe les grandes entreprises du numérique, c'est faux. En fait, c'est vous qui payez. C'est vous qui allez payer les 3% de taxes que prend Bercy par une augmentation de 3% de votre forfait
de votre forfait de téléphone ou de votre forfait télé, enfin télé box. Donc, vous voyez, quand Bercy rappelle qu'il taxe les grandes entreprises du numérique, non, il vous taxe, il vous prend 3% de chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, l'entreprise, elle a deux choix. Quand Bercy lui prend 3%, une entreprise, elle a besoin de faire des bénéfices. Donc, son choix, c'est soit elle le prendra sur le consommateur, donc sur vous, soit elle le prendra sur les salariés, c'est-à-dire en minorant l'augmentation des salaires ou en minorant le nombre d'emplois. C'est-à-dire qu'à terme, on investit moins parce qu'on a donné 3% du chiffre d'affaires, donc on investit moins. Et dans ce cas, il y a moins d'emplois de créer. Voilà. Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le consommateur, dans quasiment tous les cas, c'est le consommateur qui paye. Et que quand c'est l'entreprise qui paye, bah, ça se ressent après dans les salaires, parce que soit on investit moins, soit on augmente moins les salaires. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Alors certains vont vous dire, ouais, l'actionnaire, etc. Je ne connais pas, enfin, a priori, je dirais que je ne connais pas de cas où c'est l'actionnaire qui, à la fin, paye, parce que l'actionnaire, enfin, on ne va pas rentrer dans un débat sur les actionnaires, mais il touche très, très peu hein, par rapport au chiffre d'affaires. L'actionnaire, c'est très, très faible ce qu'il touche. Hein. Quand vous avez une rentabilité de 4%, c'est déjà de bonheur. Hein. Donc, si on reprend 3%, il n'y a plus du tout de dividendes. Donc ça, on se doute bien que ça n'existe pas. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Je voulais juste souligner que quand Bercy dit qu'elle taxe les grandes entreprises, c'est faux, c'est vous. Dernier exemple. En 2017, dans le budget de Bruno Le Maire, la France avait mis en place une taxation exceptionnelle d'impôt sur les sociétés pour les 320 entreprises françaises qui faisaient plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. L'objectif était de boucler le budget après l'annulation par le Conseil constitutionnel de la taxe de 3% sur les dividendes. Bon. Donc Bercy sait faire ça. Voilà, c'est ce qu'il dit après. En résumé, une taxe sur mesure, on sait faire, nous fait-on comprendre du côté de Bercy. Mais Bruno Le Maire espère toujours ne pas devoir en arriver là et compte sur la parole donnée par les grands industriels pour rouvrir les négociations dans les jours qui viennent. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. En fait, j'aimerais bien avoir votre avis sur deux choses. Un, est-ce que vous pensez que les grands industriels vont effectivement rouvrir les négociations et que ça va permettre de faire baisser les prix, ou du moins pas baisser les prix, mais amoindrir l'inflation? Ou est-ce que vous pensez que Bruno Le Maire, enfin pas où, mais est-ce que vous pensez que Bruno Le Maire ira jusqu'au bout? C'est-à-dire que si les industriels ne rouvrent pas les négociations, eh bien il ira les taxer dans la loi de finances 2024, les taxer sur leur chiffre d'affaires. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.